Bonjour à tous. On va vous présenter aujourd'hui sur un webinaire d'une heure les premiers résultats du projet de recherche robot TRAE sur le robot de traite et la transition agroécologique. C'est un webinaire qui est prévu d'une durée d'une heure, à peu près 30 minutes d'intervention et 30 minutes de questions. Moi, je suis Charlotte Morin, chargée de mission en bovin-lait à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Et donc, on aura une deuxième intervenante. Bonjour à tous, moi c'est Anne Brien et je suis conseillère lait sur l'antenne de Fougères à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Pour le bon déroulé de la présentation, je vous informe que le webinaire dispose d'une fonction questions et réponses que vous trouvez normalement dans les menus classiques en haut de votre écran. Et du coup, pour toute question, je vous demanderai si possible de les écrire dans cette fonctionnalité questions et réponses. Pour les questions relativement simples, 2 personnes sont chargées d'y répondre à la volée en commentaire. Pour les questions plus complexes et amenant à débat, nous répondrons à ces questions à la fin de l'intervention de mes 2 collègues de Bretagne et du Pays de la Loire. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent webinaire. Le projet RobotRay, c'est un projet qui a été lauréat de l'appel à projet Réflexe en 2023. Pour 2 ans de collaboration, il réunit 6 régions de France, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et puis Occitanie et tout ce qui va être dans l'Est, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. Alors l'Île-de-France, c'est pour Chambre d'agriculture France via Résolia, puisque vous verrez qu'il y a toute une partie Résolia prévue dans le projet. Le projet, c'est quand même 9 chambres d'agriculture, alors départementales, bidépartementales, régionales, qui y participent. C'est également Alizé, situé en Bourgogne-Franche-Comté, l'Institut de l'élevage et le réseau Farm XP via 2 fermes expérimentales équipées de robots de traite qui sont Trévarez en Bretagne et Derval en Pays de la Loire. Le projet RobotRae, il traite de 3 axes de travail pour avoir une approche vraiment globale des systèmes équipés de robots de traite. Donc un premier axe sur tout ce qui va être gestion du pâturage et des fourrages au niveau du troupeau vache laitière. Un deuxième axe autour des consommations d'énergie, notamment d'électricité au bloc traite, des consommations d'eau et tout ce qui va être coût de maintenance des installations de traite. Et un troisième axe qui regroupe et la partie alimentation, plutôt concentrée, et également tout ce qui va être performance des systèmes, notamment les indicateurs de pilotage, des aspects un peu plus économiques qui ont été mis dans cette partie-là. Alors, une des actions, l'objectif du projet, c'est de créer une boîte à outils à destination des conseillers et des éleveurs. Donc pour ça, il y a un collectif d'experts qui est bâti à partir des différents partenaires que je vous ai présentés précédemment. Et on a également travaillé avec des éleveurs. L'idée étant bien d'avoir un partenariat, on pourrait dire, entre les éleveurs et le collectif d'experts. L'objectif, c'est vraiment de créer des repères et des références. Alors, dans un projet réflexe, il y a toute une partie bibliographie pour ne pas refaire ce qui existait déjà. Et ensuite, donc référence et diffusion, vous verrez, par des prévisions de formation, des repères, des fiches techniques, des témoignages d'éleveurs sous forme de vidéos. Et l'objectif aussi, c'est de faire ressortir des pratiques innovantes que pourraient avoir certains éleveurs. Donc la première phase a consisté à réaliser des enquêtes. Donc vous voyez ici, on a réalisé, ou alors les éleveurs ont réalisé eux-mêmes, 241 éleveurs enquêtés. Ça représente 180 enquêtes qui ont été faites directement en ligne par les éleveurs et 61 enquêtes en face à face d'environ 2 à 3 heures sur les exploitations avec un conseiller qui s'est déplacé. Et puis il y a également une enquête conseillée, alors dont on parlera moins aujourd'hui, voire pas du tout, et c'est 155 conseillers en France qui ont répondu à ces enquêtes. Donc pour vous présenter les caractéristiques de l'échantillon des 241 éleveurs, vous avez la carte en haut à droite qui vous montre la représentativité dans les régions partenaires. Donc on a à noter une dominance des répondants sur la Bretagne,
Et on va dire sur la zone ouest, Bretagne, Pays de la Loire, avec 60% des résultats d'enquête qui sont situés sur ce secteur-là. Et puis environ 35% plutôt Est, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, et puis 5% sur la bande sud-ouest. Alors l'échantillon, en moyenne, c'est un peu moins de 900 000 litres livrés en laiterie par an, produits avec 101 vaches très précisément, pour un volume livré, on est bien sur un volume vendu par vache et non produit, de 8800 litres. Alors en moyenne, comme on s'est intéressé beaucoup au pâturage, vous voyez, on est à 15 arts par vache traite. Ce qui est à noter, c'est que dans l'échantillon, on a 15% d'exploitations qui sont en agriculture biologique. Eux ont des systèmes un petit peu plus petits, avec 84 vaches laitières à 6700 litres livrés. Donc ça nous fait un volume d'à peu près 570 000 litres vendus sur ces exploitations. Par contre, ils ont 2 fois plus de pâturage en surface que la moyenne de l'échantillon. Et on vous a remis, on a aussi un certain nombre d'élevages en AOP. Vous voyez qu'en fait, le système AOP, il est très proche, voire quasiment équivalent à notre moyenne d'échantillons. Donc, on l'a pas forcément détaillé ensuite. Si on s'intéresse à la saturation des robots, vous voyez qu'en moyenne, on est dans notre échantillon à 58 vaches traites par stall, quasiment la même chose en agriculture biologique, mais pour des volumes produits qui sont différents. Un échantillon moyen autour de 590 000 litres par stall, quand en agriculture biologique, du fait de vaches un peu moins productives, on est à 433. L'âge du robot, c'est 6 ans en moyenne, et sachez que du coup, on est dans notre échantillon à 1,5 stalles par exploitation. Donc une stalle égale une stalle, 2 stalles égale 2 stalles, et ainsi de suite. Pour un bras qui a 2 stalles, on a compté 1 stalle et demie. Voilà, pour vous donner un petit peu les repères. Je vais te laisser la main, Anne, pour la partie Oui. alimentation. Merci. Pardon, pâturage. Pâturage, oui. Alors, sur le volet pâturage, on a regardé, même si ce n'est pas l'objectif premier des enquêtes, l'impact du passage en robot. Donc, on a une médiane à une moyenne environ moins 4 arts de pâturage par vache. Donc ça masque un certain nombre de disparités. Donc, vous voyez mon camembert en dessous. En fait, vous avez environ 62% des éleveurs qui vont réduire le pâturage, qui ont réduit le pâturage. Ils sont passés de 28 à 17 arts, donc on a moins 11 arts pâturés par vache. Mais vous avez aussi des éleveurs, on a 20% qui ont maintenu leur pâturage, autour de 20 arts. Et donc, c'est le petit camembert, le petit fromage bleu, pardon. Et puis, vous avez des éleveurs qui ont, au contraire, augmenté le pâturage. Donc, il y en a 20% aussi. Ils sont passés de 17 à 33 arts par vache, donc plus 16 arts par vache. Donc, ce sont souvent des élevages, en fait, qui sont passés en système, par exemple, sur des labels de qualité de type agriculture biologique ou AOP ou filière lait cru, des choses comme ça. Voilà. Donc là, ce n'était pas une étude spécifique avec impact juste avant-après passage en robot. On a des élevages qui sont passés depuis très longtemps en robot. Voilà, donc c'est juste une précision. Alors ensuite, on a interrogé les éleveurs qui ont arrêté ou diminué le pâturage sur leurs raisons. La première raison qui a été évoquée, bien sûr, c'est le manque d'accessibilité ou des parcelles trop éloignées. Et la deuxième raison qui revient le plus souvent, c'est la crainte avec le pâturage de réduire en fait le volume, le niveau de production par vache. Donc, de déstabiliser la ration, de réduire la fréquentation au robot. Et certains évoquent aussi une incompatibilité entre production et niveau de pâturage. Voilà. Alors maintenant, un des éléments qu'on a regardé dans l'enquête, c'est la saturation du robot. En fait, lorsque qu'on investit, on cherche à bien dimensionner son investissement pour qu'il soit rentable. Et donc, c'est le cas avec le robot de traite. Là, on a regardé, nous, la moyenne des vaches traites par stall selon le niveau de pâturage et la moyenne de lait produit par stall selon le niveau de pâturage.
Vous voyez que le nombre de vaches traites par stall diminue légèrement à mesure que croît les arts pâturés par vache. Donc, on est à peu près à 60 vaches par stall, 60 vaches traites jusqu'à 20 arts, on va dire. Et puis après, on diminue, on est plutôt sur 50-55 vaches traites par stall, à 40 arts et plus. Mais ce qu'on observe surtout, c'est une baisse en fait des volumes de lait produits par stall, avec un décrochage qui est assez net. Vous le voyez à partir de 20 arts. On passe de 600 000 litres de lait produit par stall à 536, 460, 420 000 litres de lait produits par stall. Alors, on nous avait demandé s'il y avait un effet des éleveurs en agriculture biologique. Donc, oui, sans doute, mais pas que, puisque dans la classe 30-40 arts, en fait, vous avez seulement 17% d'agriculteurs bio. Et dans la classe 40 arts et plus, vous en avez en fait 60%. Voilà. Donc là, on voit que l'investissement dans le robot, il est peu dilué par les volumes de lait en système pâturant. Et donc, en système pâturant, il faut compenser par davantage d'efficacité économique, notamment avec des coûts de production réduits. C'est ce qui est fait avec notamment le pâturage dans la ration. Alors, ça, c'était le premier élément. Alors, ensuite, s'agissant de la fréquence de traite, en fait, une des craintes chez les éleveurs robotisés de faire davantage de pâturage, c'est que les vaches ne reviennent pas se faire traire. Là, ce qu'on observe dans l'étude, c'est que la fréquence de traite, elle se maintient au pâturage. On a un décrochage qui est limité. On passe de 2,6 en fréquence de traite bâtiment à 2,3 en sortie pâturage, à peu près, et ce, quel que soit le niveau de pâturage. Donc là, ça montre en fait aussi que les éleveurs qui pâturent beaucoup ont des techniques, en fait, ont mis en place des techniques ou se sont organisés pour favoriser la circulation des vaches. Hop. Concernant les interventions, on a aussi enquêté les éleveurs sur ce sujet, puisque souvent, lorsqu'on passe en traite robotisée, un des objectifs, c'est de limiter les interventions. Et une des craintes, du coup, avec le pâturage, c'est qu'on doive intervenir davantage pour sortir et rentrer les vaches. Donc là, ce que montrent les résultats, vous voyez, en bleu, ce sont les interventions et en jaune, c'est quand il n'y a pas d'intervention. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a en gros un éleveur sur deux, quel que soit le niveau de pâturage, qui intervient pour rentrer ou sortir les vaches. Et on a même, là c'est en bleu foncé, un éleveur sur 5 qui intervient pour rentrer et pour sortir les vaches. Et alors du coup, une des questions souvent qui vient ensuite, c'est la porte de pâturage, du coup, est-ce qu'elle est présente ou pas? Vous voyez que c'est le petit point, alors c'est le petit point vert. Dans la classe 30-40 arts, on a 76% des éleveurs qui sont équipés quand même de portes de pâturage. Et quand on regarde l'ensemble de l'échantillon, on a 71% des éleveurs équipés de portes de pâturage qui n'interviennent pas. Donc la porte de pâturage, elle permet de limiter les interventions. C'est une des solutions. Ça ne fait pas tout, mais ça fait partie du panel des solutions. Alors maintenant, si on regarde un peu plus précisément ces systèmes pâturants, on constate en fait qu'ils se caractérisent par une très haute technicité dans la conduite du pâturage. Autour de 0,10 arts, vous allez être plutôt davantage sur du pâturage continu. À 10-20 arts, les éleveurs mettent en place des paddocks avec des temps de séjour parfois longs, de 3 à 4 jours. Et à partir de 30-40 arts, on a des paddocks avec des temps de séjour plutôt courts, de 1 à 2 jours. Le fil avant, il apparaît à 10-20 arts. On a 50%, on va dire, des éleveurs qui le mettent en place. Il est systématique à partir de 20 arts. Et puis, à 30-40 arts, les éleveurs vont mettre en place un système avec des paddocks de jour et des paddocks de nuit pour faire circuler les animaux et se coupler à une porte de pâturage. Donc là, j'ai le graphique là ci-dessous qui montre le niveau d'utilisation des paddocks jour-nuit selon les arts pâturés par vache.
Si on regarde maintenant les apports à l'eau, je veux voir s'il y a adéquation en fait entre les aires pâturées et les apports à l'eau. On avait demandé le minimum à l'eau apporté en fait aux éleveurs. Donc, on était à 11 kilos au minimum, au pic de la pousse de l'herbe pour ceux qui avaient 10 arts. Une demi-ration autour de 20 arts, et puis donc 8 kilos à peu près, et puis ou 7, et puis 2 kilos de matière sèche par vache et par jour pour les 40 arts et plus. Et ces systèmes, ils se caractérisent aussi par les systèmes pâturants, par davantage d'aménagements parcellaires, donc plus de chemins, plus d'aménagements de ce type évidemment, mais aussi par davantage, et on insiste là-dessus, de points d'eau dans les paddocks. Donc l'absence d'eau n'est pas utilisée en fait par les éleveurs pour attirer les vaches au robot. Au contraire, les éleveurs qui pâturent beaucoup ont tendance à installer beaucoup de points d'eau dans les paddocks. Alors, s'agissant maintenant des préoccupations des éleveurs en lien avec le pâturage, donc on vous a remis les différents profils. Donc autour de à 10 arts, l'objectif de l'éleveur, en fait, c'est vraiment le lait par vache. Donc, augmenter le pâturage, on a mis un petit bonhomme, pourquoi pas, mais il faut que ce soit rentable et que le lait par vache ne baisse pas. Donc c'est les verbatims qu'on avait. Autour de 20-30 arts, on avait des éleveurs qui se questionnaient sur comment organiser la circulation au pâturage. Comment fluidifier ma circulation? Est-ce que j'investis ou pas dans une porte de pâturage, ou comment je la programme? Est-ce que je crée des chemins? Est-ce que je mets en place un système paddock jour-nuit ou pas? On peut avoir des questions aussi, je ne l'ai pas mis là, mais sur la saturation de la stalle. Et à 40 arts et plus, eh bien là, l'objectif, on est plutôt dans optimiser le pâturage ou le développer. Donc, par exemple, je vais stabiliser mes chemins pour aller pâturer davantage un peu plus tôt en saison ou un peu plus tard en saison. Je vais ajouter des points d'eau, et puis je vais augmenter mon pâturage avec peut-être un investissement dans un boviduc ou en faisant des échanges parcellaires. Et dernier élément sur le pâturage, on a demandé aussi aux éleveurs qui avaient des vaches hautes productrices. Donc, on a défini, on a interrogé ceux qui avaient plus de 8500 litres de lait par vache. On leur a demandé comment conjuguer pâturage et vaches hautes productrices. Et donc, il y a 3 réponses principales. On a classé les réponses sont 3 thèmes, on va dire, principaux qui sont ressortis. Le premier, c'est limiter l'alimentation au pâturage. En fait, comme les éleveurs pâturants vont limiter l'alimentation à l'auge, là, ils vont chercher à limiter le pâturage, en fait, pour avoir du lait par vache. Donc, je le limite à 4-6 heures par jour. Donc, je limite le temps au pâturage, 4-6 heures par jour de pâturage. Je maintiens de l'alimentation à l'auge, 2 tiers à l'auge. Voilà. Et on a mis quelques verbatims. Donc, par exemple, le pâturage permet une économie, mais pas une forte productivité. On cherche une ingestion déjà importante avant la sortie pour qu'elle ne se goinfre pas d'herbe. Le deuxième thème qui revenait, c'était chercher à offrir une herbe de qualité. Donc, il rentre dans les paddocks à partir hauteur herbomètre à partir de 10 cm. Et si c'est pas le cas, si le stade est un peu dépassé, eh ben, le paddock est débrayé. Et dernier élément, c'est le choix des animaux. Donc, ça peut se faire soit par la génétique. Je cherche des vaches qui se traient rapidement pour avoir le temps d'aller pâturer. Et puis sinon, je choisis de faire des lots et je fais pâturer uniquement mes fins de lactation. Voilà. Je vais laisser Charlotte poursuivre sur le volet alimentation. Voilà, donc sur un des 3 volets qu'on vous a présenté au début, il y a celui sur la partie alimentation. Donc on s'est intéressé ici essentiellement à la conduite de la complémentation en concentré. Outre les quantités, où est-ce qu'ils sont distribués, plutôt à l'auge ou au robot. Et puis on retrouvera, je vous ai dit dans cette partie-là, alors quelques indicateurs de suivi de pilotage dont on parlera tout à la fin. Alors en moyenne, en termes de mise en route du robot, dans la bibliographie, on trouve qu'on augmente en moyenne de 7 à 11% le lait avec la mise en route d'un robot, juste par une augmentation de la fréquence de traite, donc une augmentation qui va dépendre aussi du niveau de démarrage et qui est souvent
lié à un changement de complémentation en concentré. Donc quand on a trié la base, en gros, vous allez retrouver en bleu les élevages qu'on estime plutôt stables, donc ils ont fait entre 0 et 1000 litres, ça équivaut un peu à cette augmentation de la fréquence de traite et éventuellement un léger changement de complémentation, qui vont représenter un tiers de l'échantillon. On a 26% précisément de l'échantillon qui, eux, ont baissé en lait. Et puis, on a 40% de notre échantillon. Alors, on est bien ici sur les enquêtes face à face. C'est vrai qu'on a oublié de vous présenter, mais dès qu'on compare le avant-après, on est bien sur des gens qui ont été vus en face à face avec vraiment des chiffres qui ont été repris dans les documents qu'ils avaient disponibles. Donc, 41% qui ont augmenté de plus de 2000. Alors, derrière ces trois classes, si on regarde la classe qui baisse, Anne, je veux bien que tu appuies, s'il te plaît. C'est bon? Anne, s'il te plaît. Non. Ah oui, ça y est, c'est bon. Dans la classe qui baisse, vous voyez qu'on est sur une baisse en moyenne de presque 1000 litres de lait par vache. Alors, il faut savoir que dans cet échantillon, il y a plus de la moitié qui sont en bio ou en AOP et qu'on pu faire des changements un peu de conduite suite à la mise en route du robot avec des conversions qui sont arrivées pour beaucoup aussi après mise en route du robot. En termes d'alimentation, on a une conduite de avant-après qui est à peu près identique. Et entre parenthèses, vous retrouverez le volume moyen de départ et puis le volume d'arrivée. Sur ceux qui sont restés stables, on est autour de 400 litres par vache. En gros, ça nous fait un peu plus d'1 litre par jour, qui est lié vraiment à une augmentation de la fréquence de traite. Mais attention, ces litres, ils ont été aussi faits avec 15% de concentré en grammes par litre supplémentaire. Donc beaucoup de concentré en plus, pour peut-être pas beaucoup de résultats derrière. On en reverra ça après. Et puis, alors sur le groupe, on pourrait appeler une grosse augmentation. Plus de 1000 litres. En moyenne, ils font quand même presque 2000 litres par vache en plus par an. Alors, le pas de temps peut être très différent. J'ai vu qu'il y avait une question sur le pâturage, donc je vais y répondre un peu en même temps. On a pris à chaque fois le avant robot, le après robot. Donc, chez certains, le robot, il a 2 ans. Et puis chez d'autres, il a 12, 15, 16 ans. Je me demande même si on en a pas un à 18 ans dans la base. Donc, le pas de temps du avant-après est très variable en fonction de l'élevage. Et là, dans ce schéma-là, donc on est sur des vaches qui approchent des 10 000 litres vendus et avec une forte baisse des aires accessibles. On a baissé d'un tiers l'accessibilité au pâturage et une augmentation des concentrés au global forcément, mais aussi un petit peu plus ramené au litre de lait. Donc ensuite, on a voulu regarder la variabilité des apports de concentrés. Donc sur le graphique suivant, vous allez avoir, c'est un peu long en delta, Bon. Ouais. Et ça va un peu de temps arriver chez moi. D'accord. Vous avez ici, donc chaque point est un des élevages qui a été enquêté en face à face, donc des 61 élevages, avec en bas le lait vendu par vache par an, et puis à gauche, pardon, la partie quantité de concentré en kilos. Donc vous voyez qu'on a une grosse patate, hein, on n'a pas de grande directive, même si on a une petite droite, il n'y a pas de R carré significatif, et on retrouve une grosse diversité, j'ai envie de dire un peu la même qu'en système de salle de traite, hein, on a des grosses diversités. Vous voyez, alors en moyenne, sachez qu'on est à 8800 litres, ça je vous l'ai dit, donc c'est cette flèche-là justement, et en moyenne on est à 2 tonnes de concentré par vache, ce qui fait 250 grammes par litre. Vous avez ici donc pour un 8800, 8500 litres, une forte variabilité, puisqu'il y en a qui vont être à moins d'1,5 tonne par vache, et d'autres à quasiment, voire même plus, presque plus de 3 fois plus de concentré distribué pour un même volume produit. Alors on sait qu'on n'a pas toujours les mêmes types de concentrés, qu'un tourteau de colza va être distribué en plus grande quantité qu'un tourteau de soja pour un équilibre de ration équivalent, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de dire que ça n'explique pas le x3 en concentré. On a aussi, si on regarde dans l'autre sens, un même niveau de concentré, des gens qui vont faire 2 fois plus de lait, voire même, on pourrait dire 2,5 fois, 2 fois plus de lait pour une même complémentation. Encore une fois, peut-être une histoire de type de concentré, mais pas que, sûrement une conduite derrière, un potentiel génétique qui va rentrer en compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des élevages qui vont être à moins de 2 tonnes de concentré, et produire 11 000 litres de lait, ça veut dire en dessous des 200 grammes par litre de concentré. Alors on a réussi à ressortir sur ce graphique-là un peu deux typologies
deux profils d'élevage biologique. En gros, vous avez sur le rond du bas des élevages plutôt qu'on pourrait dire économes en concentré, avec moins d'une tonne par vache, et puis une productivité qui va aller entre 4000 et 6000 litres. Je reprécise encore une fois qu'on est en lait livré. On n'a donc pas pu détecter, par exemple, des profils de vaches nourrices, qui ferait qu'on a une production des vaches peut-être un peu plus supérieure dans ce profil-là notamment. Et puis on a un deuxième groupe, pardon Anne, qui est lui du coup plutôt autour de 2 tonnes de concentré, mais avec une recherche là de productivité à l'animal et qui va monter jusqu'à quasiment 8000 litres par vache livrée en bio. Alors pour les étudier ensuite, on les a classés selon le niveau de production. Alors vous avez rien d'intéressant dans les titres, mais en gros le système extensif inférieur à 7000 litres, les productifs à plus de 9000, et puis les systèmes intermédiaires entre 7000 et 900 litres par vache par an. Alors il faut savoir que si on va pas revenir, mais si je revenais sur ma première diapo, en fait on va retrouver à gauche tout le groupe qui a fait globalement moins de lait par vache. Au milieu, ce groupe à plus 400 litres qui est resté à peu près dans son système. Et à droite, le groupe de ceux qui ont fortement augmenté le lait. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est l'âge du robot. Vous voyez que on a des systèmes. Alors, j'ai pas dit dans le système vert, là, à gauche, on a 85% d'élevage en bio ou en système AOP. Donc, c'est assez important dans cet échantillon-là. Donc, je disais sur l'âge du robot, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que on a des systèmes productifs qui ont des robots en moyenne plus récents et du coup sûrement une tendance à l'installation des derniers robots avec une recherche de productivité dans les élevages aujourd'hui qui installent des robots plus peut-être qu'il y a 15 ans. Donc ça, c'est peut-être une première conclusion ou tendance qu'on peut sortir de cette étude-là. En termes d'alimentation et de pâturage, pour faire le lien avec ce que vous a présenté Anne, bon, vous voyez, hein, plus ils sont productifs, moins ils pâturent. Et donc forcément, moins ils pâturent, plus il y a de distribution à l'auge, puisqu'on demandait aux éleveurs à combien vous descendez au minimum en fourrage à l'auge. Vous voyez qu'on descend à 4, en moyenne 4 kilos à l'auge en système extensif et puis 10 kilos sur les systèmes productifs. Donc si on s'intéresse ensuite à la partie concentrée, donc vous allez voir qu'en grammes par litre, en fait entre les systèmes, on n'est pas trop... je ne sais pas si ça marche. Entre les systèmes, on n'est pas trop différent. On est autour d'un 220. Alors, on a un système intermédiaire, alors parfois à croire qu'il ne sait pas trop de quel côté il est, qui lui est plus consommateur de concentré, de 251 grammes par litre, alors plus consommateur en litres, hein, pas forcément en quantité. Donc des niveaux qui correspondent aujourd'hui à peu près à ce qu'on retrouve, en tout cas dans ma région. On a, mais pas de surprise, une plus forte part d'autoconsommation de concentrés en système extensif avec presque 60% des concentrés consommés qui sont autoproduits. Qu'est-ce qu'on retrouve comme concentré autoproduit? On va retrouver essentiellement du méthane, mais aussi pas mal de luzerne déshydratée dans ces exploitations-là. Alors sur la partie, je disais, on a regardé aussi la composition, enfin où étaient distribués les concentrés entre le robot et l'auge. Donc on vous a remis ici la part distribuée au robot. Donc par différence, la part, ce qui reste est distribué à l'auge. Je sais pas Anne si tu arriverais à nous enlever le petit arrêter le partage masqué, si tu arriverais à cliquer sur masquer, ouais, pour qu'on voit le chiffre du bas. Merci beaucoup. Donc ce qui est à noter, c'est que vous voyez que globalement, une grosse majorité du concentré de production est distribué au robot, quel que soit le système. Et ensuite, sur les systèmes intermédiaires productifs, on est plutôt sur 40%, 45% du concentré distribué à l'auge, avec une ration souvent avec une plus forte proportion de maïs et qui nécessite donc d'être rééquilibré directement à l'auge. Et en système extensif, on peut imaginer des fourrages souvent plus type herbe, plus riche en azote et donc une complémentation au robot un peu plus importante en proportion que les autres systèmes. Alors on s'est penché sur si on les classait en top, le quart, le meilleur sur la consommation en grammes par litre de concentré. Donc vous allez voir apparaître normalement en vert
Il y a un petit delta, voilà. Donc en vert, c'est bien le top 25 classé en grammes par litre de concentré en concentré. Alors là où il n'y a pas de vert, ne pensez pas que c'est qu'on n'a pas le chiffre, c'est qu'il n'y avait pas de différence. Donc pour éviter d'alourdir la diapositive, vous avez que les chiffres où il y a une différence. Alors ce qui est très intéressant déjà, c'est de noter que dans tous les systèmes, on arrive à des niveaux de concentration en concentré par litre de lait qui sont très intéressants. On retrouve du coup des niveaux notamment système productif où on a le quart supérieur qui est en dessous de 160 grammes par litre de lait de concentré. Donc vraiment une optimisation et une forte confiance faite à ces fourrages dans ces exploitations-là. L'autre chose importante à noter sur cette diapositive, c'est que on va dire que globalement, dans les gens qui distribuent le moins de concentré, 100% du concentré de production est distribué aux robots. C'est-à-dire qu'on est sur des élevages qui vont équilibrer la ration à l'auge autour de 13% de MAT. Plus on est vers les systèmes productifs, plus on est souvent sur des rations maïs, d'où une part du correcteur qui est distribué à l'auge. Et c'est des gens qui vont absolument vraiment faire confiance à leur fourrage, à la qualité de leur fourrage, maximiser l'ingestion à l'auge et complémenter avec de la VL au robot uniquement en fonction de l'individu. Alors ça peut être en fonction du stade de lactation, ça peut être en fonction de son rang de lactation ou des kilos de lait produits par jour. Voilà sur ces bases-là. Si on vous remet la proportion de chaque type de concentré dans les différents systèmes, donc on retrouve un plus d'autoconsommation chez les extensifs. En gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans les quarts supérieurs qui consomment le moins de concentré, bah, c'est essentiellement le concentré de production qui disparaît quasiment, ou en tout cas diminue très fortement, c'est notre barrette rose. Et on a aussi une légère diminution de l'azote, je vous disais, par des gens qui font vraiment confiance à la qualité de leur fourrage. Juste une petite diapo pour vous parler des indicateurs de pilotage. Si tu pouvais passer, Anne. C'est bon. Donc on a regardé, alors on a demandé aux éleveurs quelle est l'unité que vous préférez pour regarder les indicateurs. Alors il y a plein d'indicateurs derrière, etc. Globalement, les éleveurs ils privilégient encore les euros par millilitre, notamment sur la partie coût alimentaire, marge lait, etc. On se rend compte quand même que plus les vaches produisent du lait, plus elles sont productives, plus les éleveurs vont commencer à regarder des euros par vache. Donc en gros, on a vraiment un seuil où quand on dépasse les 10 000 litres par vache, on est sur des unités utilisées qui sont plutôt à la vache et pas aux 1000 litres. Souvent parce que le facteur limitant n'est plus les 1000 litres, mais devient la vache. Alors ça pourrait être aussi la place en bâtiment, mais voilà. Alors une autre chose qui transperce pas ici, on s'est aperçu qu'on avait un écart entre régions. Clairement dans l'ouest, on est encore très 1000 litres, quand dans l'est de la France, sur l'autre zone du projet, on a des éleveurs qui parlent beaucoup plus en euros à la vache. Voilà, donc il y a aussi une disparité régionale qui peut ressortir derrière ces unités utilisées. Je te laisse la parole, Anne, et puis je ferai la conclusion. Merci Charlotte. Alors sur le volet, donc dernier axe de l'enquête, la partie eau, électricité, maintenance. L'objectif là sur l'eau et l'électricité, il y avait beaucoup d'attentes en fait de repères de consommation, puisque on n'a pas beaucoup de données sur le sujet. Donc beaucoup d'attentes des éleveurs et des conseillers aussi pour avoir des repères de consommation. Alors malheureusement, on a des élevages qui sont, vous le voyez sur les fromages là en dessous, qui sont peu équipés de sous-compteurs ou de compteurs sectoriels. Donc on n'a que 11% des élevages dans notre échantillon qui étaient équipés de compteurs, de sous-compteurs d'eau, et que 5% qui étaient équipés de compteurs sectoriels pour l'électricité. Néanmoins, on va quand même tenter de donner des repères de consommation en eau et électricité, plutôt sur ce qu'on appelle le bloc traite. Donc voilà, robots, tanks, chauffe-eau.
pour l'électricité. Voilà. Alors, concernant l'eau, on avait 11 élevages, donc on a une médiane à 340-350 mètres cubes par an, soit 1 mètre cube par stall et par jour. Donc c'est un repère qui fait aujourd'hui assez consensus auprès des experts du projet ou des experts bâtiments, ce repère-là. Même si dans les stations expérimentales, historiquement, mais ça date un petit peu, je crois que c'était en 2014, on avait des consommations qui étaient un peu plus élevées. Donc, Trévarez, on était à 1,7 mètre cube et Derval 1,5. Je vous ai mis aussi un petit encart parce qu'on nous pose souvent la question et qu'est-ce que ça, comment je le compare, ce repère-là, à ma salle de traite. Eh bien, si on prend un exemple avec une salle de traite EPI 2x6, avec là, on prend en compte les eaux vertes et les eaux blanches, eh bien, on peut être sur quelque chose de complètement équivalent en mode économe. Donc, avec voilà, ça dépend des pratiques, mais avec quelqu'un qui a le bon équipement et qui fait attention ou qui a une bonne configuration en fait pour le lavage, on va être autour de 360 mètres cubes par an, donc 1 mètre cube par stall et par jour. Mais on peut aussi, et on l'a observé, sur une salle de traite EPI 2x6, être au double, c'est-à-dire être à 680 mètres cubes par an. Voilà. Donc, voilà. Ça dépend énormément des pratiques. Mais c'est un repère qu'on peut donner pour le robot et puis pour les voilà, quand on a du chiffrage à faire. S'agissant des consommations d'électricité, alors là, on n'avait que 3 élevages qui nous donnaient leur repère, donc on a une fourchette en fait entre 32 et 40 000 kWh par stall et par an. On retrouve un peu ce qu'il y avait dans les stations expérimentales en fait à Derval et Trévarez. Ce qu'on peut dire avec les dernières études, c'est qu'on a une légère, puis c'est les experts donc, du groupe qui s'accordent là-dessus, c'est qu'on a une légère augmentation en fait de la consommation d'électricité lorsqu'on passe en robot. On consomme un petit peu plus en moyenne. Là, dans les derniers projets, donc je peux citer le projet UR, on avait plus 15-20%, par exemple. Et alors, s'agissant maintenant de la maintenance, dans les enquêtes, on a interrogé les éleveurs, donc en face à face, uniquement sur le coût du contrat de maintenance. Donc, c'est pas la maintenance, c'est vraiment juste le contrat qui est signé avec le concessionnaire. Donc, il y a une grande variabilité, il faut savoir, il y a une grande variabilité de contrats. Le contrat, il peut prendre en compte la maintenance uniquement préventive, mais ça peut être maintenance préventive plus curative, avec ou pas la main-d'œuvre, avec ou pas les déplacements. Enfin, voilà, donc il y a une grande variabilité. Néanmoins, on a regardé ce que ça pouvait. On a essayé comment on vous a remis les chiffres. Donc, on a une médiane pour une stalle qui est autour de 6 000 € et pour 2 stalles autour de 13 500 €. Et quand on ramène ces chiffres de contrat, en fait, de coût de maintenance, ces chiffres de coût du contrat de maintenance, pardon, en fonction du volume de lait livré, donc c'est le deuxième graphe avec les petits points orange, vous voyez qu'on a une légère dilution, mais qui n'est pas si élevée. La médiane est à 12 € par millilitre. Et pour 500 millilitres, là, on est plutôt à 14 € par millilitre. Et pour 1,2 million, on était à peu près à 12 € par millilitre. Voilà. Donc, pour conclure là sur ce coût du contrat de maintenance, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, c'est un coût quand même qui est non négligeable, qui va peser sur les charges de structure en système robot, sachant qu'en système salle de traite, vous n'avez en fait quasiment pas de coût de contrat, ou pas en général, vous ne signez pas de contrat de maintenance. Voilà, il y a un coût de maintenance, mais pas un coût du contrat. Je te laisse poursuivre, Charlotte, sur les suites du projet. Oui, donc le projet qui dure 2 ans, alors il a démarré avec un peu de décalage en avril 2024, donc il va se finir en avril 2026. Donc sont en cours de réalisation tout ce qui va être diffusion, mise en forme. Donc il va y avoir 12 fiches techniques qui seront disponibles. Alors des fiches techniques qui vont traiter des différents sujets qu'on vous a présentés aujourd'hui, donc du pâturage, pâturer avec des vaches
à un niveau de production qui reste plutôt élevé, autour des consommations d'énergie, de repères technico-économiques, une fiche sur la partie carbone en robot de traite, et puis des cas types laitiers qui vont être passés de salle de traite à robot pour avoir l'incidence, notamment s'il y a besoin sur des projets d'installation, etc. 5 vidéos sont prévues en cours de réalisation, de finalisation. Alors 2 vont être réalisées dans les 2 fermes expérimentales du projet, donc Trévarez et puis Derval, et puis 3 sur des élevages qui ont été ciblés par le comité de pilotage comme ayant des pratiques innovantes sur chacune des thématiques. Il y a également des portes ouvertes qui sont prévues dans chaque région, alors sous forme de rallye robot dans certaines, peut-être juste de portes ouvertes dans d'autres. On pourra repréciser après si vous souhaitez les dates ou dans la conversation des dates et de où elles ont lieu si cela vous intéresse. Et puis je vous disais en début, on a comme partenariat Chambre d'agriculture France via Résolia, qui est l'organisme de formation des conseillers. Et donc une formation a été créée à destination des conseillers sur comment accompagner les éleveurs en robot de traite, mais aussi en réflexion d'installation de robots de traite. Donc qui va débuter pour sa première session sur l'hiver 2026-2027. Donc l'hiver, pas celui-ci, mais le prochain. En complément, des petits modules PowerPoint qui pourront être insérés par les conseillers dans des formations éleveurs sur des thématiques diverses et variées, où on peut être amené à parler aussi de robots de traite, par exemple sur une formation pâturage, où on pourrait intégrer quelques diapos issus du projet sur les résultats autour du pâturage. Merci à tous pour votre attention. On va pouvoir prendre les questions. Clément, je te laisse reprendre la main peut-être. Tout à fait, merci Anne, merci Charlotte pour votre présentation. On s'est noté les questions sur le côté, alors je vous rassure, pour ceux à qui on n'a pas répondu aux questions, c'est parce qu'on les gardait pour cette partie, c'est pas parce qu'on ne voulait pas répondre aux questions. Donc si on reprend dans l'ordre, la première question était la question de Sébastien Serrier sur la... J'espère que je n'écorche pas vos noms, si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Question à laquelle tu avais déjà relativement répondu, Charlotte. La modification du pâturage a été mesurée sur quelle échelle de temps post-installation du robot? Alors, Monsieur Serrier, je vais vous autoriser le micro. Est-ce que nous avions répondu à votre question? Merci. J'ai cru comprendre que du coup, on comparait le avant et le après étant toute la durée depuis l'installation du robot. C'est ça? Oui. Il n'y avait pas de... Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Merci. Deuxième question, question de Céline Bessou. Est-ce qu'on pourra avoir la répartition des exploitations par classe de pâturage, notamment le nombre? Oui. Alors, hop. Oui, on a essayé de faire des choses assez équilibrées. Hop. Vous voulez que je vous les donne tout de suite? Si tu peux me montrer un premier visuel, mais on le transmettra également par la suite. Ouais, c'est ça, je sais pas si j'ai... Du coup, en attendant que tu cherches, si vous voulez, comme j'avais vu la question aussi, j'ai regardé sur les classements en termes de lait par vache. Non, moi j'ai regardé en termes de lait par vache pour ma partie. Hein. Et du coup, j'avais 20 exploitations dans les systèmes extensifs, 20 dans les systèmes productifs et 21 du coup. Donc on était vraiment quasiment un tiers dans chacun des 3 systèmes que je vous ai présentés, puisqu'on était bien sur les enquêtes en face à face quand on voulait avoir le avant-après, c'est-à-dire 61 exploitations. Madame Bessou, est-ce que cela répond un petit peu déjà à votre question? Pourquoi je l'ai pas? Normalement, je vous ai autorisé le micro. Tu peux passer à la question suivante, sinon On va je vais laisser rechercher et je projetterai. D'accord. À ce moment-là, nous avons une question de Monsieur Follet-Denis. Est-ce que les arts en VL sont corrigés de la zone pédoclimatique
dans les Finistères ou dans la Sarthe, ils n'ont pas la même courbe de production d'herbe. Non. Non, ça, on n'a pas pu le faire, ouais. C'est sûr qu'il y a des différences entre régions. Et donc, du coup, c'était à dire d'éleveurs et c'était c'est les éleveurs qui nous ont indiqué, en fait, leur maximum, en fait, par pâturée. Et sachant que je pense que outre la zone, il y a aussi l'année climatique qui va peut-être rentrer en compte, notamment sur la quantité d'herbe pâturée, puisque c'est pas parce qu'on a une surface accessible que l'herbe pâturée est la même à même surface accessible. Outre la zone climatique, il y a aussi une histoire d'année climatique. Et c'est vrai que donc autant sur la surface accessible, comme tu l'as dit, les éleveurs ils savent combien ils ont d'hectares pour les vaches laitières, mais après l'ingestion en tant que telle de pâturage, ça on n'a pas pu récupérer. On a récupéré du coup des ingestions à l'auge. Bah, c'est sûr qu'on a fait les enquêtes sur l'hiver dernier, 24-25, on sortait d'une année 2024 qui, pour ce qui est de l'Ouest, une très bonne année en termes de pâturage. Monsieur Follet, est-ce que cela répond déjà en partie à votre question? Je vous ai autorisé le micro normalement. Sinon, on passe à la question suivante. J'ai une question de Christine Baze, je ne sais pas comment on le prononce, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une différence de consommation en fonction des marques? Alors, on n'a pas regardé ça. Je te laisse répondre, Charlotte, si tu veux. C'était pas un Ouais. objectif, en fait. Alors, Ouais. si c'est en consommation de concentré, on n'a pas regardé. Si c'est en consommation d'énergie, alors on n'a pas regardé non plus. Pourquoi? L'objectif n'est absolument pas de regarder par marque. On ne voudrait pas mettre l'une à défaut, ou c'est pas du tout l'objectif. Et on va avoir clairement une surreprésentativité de deux marques dans l'échantillon aussi. Je vous laisse imaginer lesquelles. Et en plus, une représentativité qui va être différente selon les zones de mémoire, avec une marque qui est plus représentée dans l'Est que dans l'Ouest de la France et qui pourrait aussi peut-être impacter, notamment sur des aspects consommation, pas électrique, mais de concentré et type de système. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment pas de comparer les marques et on l'a même pas regardé du coup. On a souvent la question, mais voilà, on l'a même pas regardé. Merci Charlotte. Question suivante de Christophe Labasse. Est-ce que l'âge des robots est pris en compte pour les consommations eau et électricité? Alors, on n'a pas pu, en fait, on a très peu de résultats, donc c'est difficile, très peu de données, pardon. Donc c'est difficile de comparer. Ce qu'on voit, c'est que quand même, on avait enfin, il y avait par exemple, un robot qui avait 13 ans et qui finalement était à peu près dans les de consommation d'eau que les autres, qui était plutôt à 1 ou 2 ans, voilà. Mais je peux pas en dire plus. On peut pas, voilà, sur si peu de données, on peut pas en dire plus. Mais voilà, on avait des choses qui étaient donc finalement, on avait l'impression que c'était quelque chose qui était maîtrisable quand même. Et c'est vrai que sur les consommations d'eau et d'électricité, on insistera beaucoup, notamment dans les rendus sur les fiches techniques, pour dire que il y a il y a la marque, il y a le robot, il y a la génération du robot, c'est vrai, mais il y a aussi tous les autres éléments du bloc trade qui peuvent peser beaucoup, notamment sur l'électricité. Là, on a le plus de leviers pour faire des économies, c'est surtout sur le chauffe-eau et sur le tank, comme en salle de traite en fait, plus que sur le choix du robot. Pareil pour la consommation d'eau, enfin, on dit de faire attention aussi aux réductions, enfin voilà, il y en a voilà, sur le lavage, etc. Enfin, faire attention des fois à faire des fausses économies et à réduire l'hygiène. Par contre, donc voilà, peut-être essayer quand même de. On a plutôt des leviers sur les surfaces à laver, etc. Mais tout en prenant pas de risque pour l'hygiène, quoi. Merci Anne. Question de Kathleen Petit. Y a-t-il une différence de consommation électricité eau suivant l'âge du robot? Du coup, ça revient à la même question en Je fait. peux répondre à Céline aussi, pardon, si tu veux aussi, Clément. Ça y est. Je peux pas suivre toutes les questions en même temps. Il y a eu une question du coup? Ah, c'était la Non, question tu de sais, la première répartition. question, j'avais pas. Ah, la question de la répartition que posait Oui. Madame Bessou. Est-ce qu'on pourra avoir la répartition des exploitations par classe de pâturage? Tu veux nous partager quelque chose?
J'avais sur un fichier ici les classes de pâturage, là, hop, vous le voyez. Donc, du coup, on avait 69 élevages à 0 à repâturer, donc pas de bio, 7 AOP. Sur 0-10 arts, on avait 39 élevages, dont 3 bio et 2 AOP. 10-20 arts, on avait 64 élevages, dont 11 bio et 8 AOP. 20-30 arts, 29 élevages, donc 4 bio et 1 AOP. 30-40 arts, 17 élevages, donc 3 bio et 6 AOP. Et 40 arts et plus, on avait 21 élevages, dont 13 bio et un AOP. Merci. Du coup, je reviens sur la question de Kathleen Petit qui était y a-t-il une différence de consommation électricité-eau suivant l'âge du robot? Du coup, ça revient à la même question que Monsieur Labas. À ce moment-là, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Question de Benoît Collot. Avez-vous étudié les évolutions d'art par vache d'herbe lors du passage du robot? Alors, c'est ce qu'on a présenté. Alors, je ne sais pas s'il peut reposer cette question. Oui. C'était l'objet de l'évolution des arts pâturés. Là, donc, on montrait qu'il y avait 60% des éleveurs à peu près qui réduisaient les arts pâturés par vache, 20% qui maintenaient et 20% qui augmentaient. Comme l'a dit Charlotte, ce n'était pas l'objectif du projet. Donc, on n'était pas juste avant-après. Donc, on n'avait pas la donnée pour tout le monde. Mais quand on a pu se renseigner auprès des éleveurs en face à face, on l'a fait. Merci Anne. Normalement dans ma liste j'ai encore une dernière question, mais du coup c'est sur les marques de robots. Question de Fanny Pesnel, j'espère que je le prononce correctement. Est-ce qu'une marque de robot se détache pour les exploitations pâturant plus de 30 arts? Du coup j'imagine que ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur le fait qu'on n'a Ouais, pas pris en compte les marques. on l'a pas fait, mais du coup, j'ai regardé rapidement dans la base. Clairement, la représentativité du groupe à plus de 30 arts est exactement la même que le groupe global. Donc non. Du coup, je peux presque répondre à celle-là. Non, il n'y a pas une marque plus que l'autre. On a la même représentativité des marques dans ce groupe-là. Alors j'ai encore des questions sur une deuxième page que je n'avais pas remarqué. Question à nouveau de Benoît Collot. Existe-t-il des études étudiant les évolutions environnementales liées au passage en robot? IFT, biodiversité? Alors, ce sur quoi on va travailler, nous, dans notre projet, c'est évidemment sur l'empreinte carbone. Et donc, du coup, peut-être que tu peux en parler, Je peux Charlotte. répondre. Ouais. En fait, on a récupéré auprès des partenaires qui étaient d'accord l'ensemble des CAP 2ER de niveau 2 qui ont été réalisés par les structures, où on va traiter la base de données robot VS salle de traite, moyennant que la partie robot ait été bien enregistrée dans le logiciel. Voilà, je pourrais faire un peu de teasing parce qu'en fait on l'a déjà fait, mais uniquement dans notre région des Pays de la Loire. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. J'exagère, mais c'est globalement au niveau empreinte carbone, on devrait tomber sur des choses à peu près similaires, ramenées au litre de lait. Pourquoi? Puisqu'on est souvent sur des élevages un peu plus productifs et donc qui vont diluer clairement la partie méthane-entérique. Par contre, des élevages qui vont être plus dépendants de l'extérieur en termes de concentré et des consommations d'énergie, du coup, d'énergie tout compris, c'est-à-dire l'énergie pour fabriquer les aliments, les engrais minéraux, mais aussi l'électricité, carburant, qui elles vont être un petit peu supérieures. Mais voilà, du coup, on attend pour l'instant, les partenaires ont envoyé les données et ça va être traité et ça fera l'objet d'une fiche avant la fin du projet en avril 2026. Et on pourra sortir des indicateurs du coup biodiversité, parce que CAP2R ne fait pas que le carbone. Voilà. Donc il y aura un petit quelque chose là-dessus. Merci Charlotte. Une troisième question de Benoît Collot qui reprend du coup sur cette même question. Y a-t-il des études sur le côté qualité du lait, car le lait à l'herbe est meilleur que du lait dit maïs? Alors, non, on n'a pas prévu. On est obligé de se restreindre sur le projet, donc on n'a pas prévu de travailler. Alors là, est-ce qu'il y a des études dans la biblio? C'est quoi la question? Parce que nous, sur notre projet, donc on n'a pas travaillé sur ce volet-là. C'est vrai que des fois, on nous pose la question aussi du travail. Enfin, c'est un volet qu'on n'a pas abordé. On a fait le choix de se focaliser juste sur les 3 thématiques qu'on a présentées tout à l'heure.
Et donc sur la qualité du lait, on n'a pas prévu d'en parler. Cependant, peut-être à travers quand même des témoignages, on le fera, puisqu'on a quand même des collègues, notamment dans l'Est, en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi, je pense notamment en Bourgogne-Franche-Comté, avec les AOP crème et beurre de Bresse, qui ont des contraintes de cahier des charges AOP et des exigences de qualité du lait. Et donc, je pense qu'à travers les témoignages, peut-être, on pourra en parler. Merci Anne. J'ai une autre question ce coup-ci de JP Viel. Je vais prendre le risque de dire que c'est Jean-Pierre Viel. Pour les éleveurs de plus de 30 arts, est-ce que les élevages de moins de 3 ans d'expérience robot ont été retirés? La part pâturage baisse parfois après 2 ans et présente un risque de biais à l'enquête qui reste très intéressante quand même, soit dit en passant. Déjà, merci pour votre compliment. Oui, ouais, en fait, on l'a pas fait. C'est vrai que voilà, parce qu'on n'a pas, c'était vraiment pas l'objectif de regarder. C'est pas une étude qui est faite pour regarder le avant-après. J'insiste là-dessus. Mais donc du coup, on a regardé. On n'a pas retiré, mais c'est vrai qu'on a cette impression-là. Ça mériterait en tout cas, s'il y a des études qui sont faites par la suite. On n'a pas non plus en face à face. Voilà, on avait. Et puis sur le pâturage, en plus, il y en a tout, on n'a pas répondu. Il n'y avait pas toujours l'historique, donc j'avais peut-être que une cinquantaine d'élevages, qu'on n'en a pas beaucoup. Donc on n'a pas retiré les plus jeunes, mais on a cette impression-là que souvent il y a une intensification juste après le passage en robot et qu'après peut-être, et c'est peut-être une fausse idée, peut-être après on peut avoir, en tout cas on l'a vu, certains qui ont augmenté le pâturage par la suite, mais ce serait à vérifier. Parce qu'on a aussi des éleveurs, après ça c'est plus sur le terrain, mais on a aussi des éleveurs qui disent, bah voilà, si ça n'a pas été, c'est vrai que si ça n'a pas été prévu dès le début, le pâturage, et ben après on est bloqué dans son système et c'est difficile de mettre en place un système pâturant si ça n'a pas été pensé dès l'installation du robot. Mais en même temps, on a 20% qui l'ont fait après, donc voilà, qui ont augmenté, donc ça reste possible pour certains peut-être. Merci Anne. Je profite de la petite accalmie dans les questions pour vous préciser que, pour ceux qui le demandent, que le diaporama vous sera transmis par la suite. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez loupé le début, vous aurez le diaporama. Vous aurez également un document Word qui récupère toutes les questions que vous avez posées et auxquelles on a répondu avec les réponses que nous aurons mis au propre par la suite. Et pour l'enregistrement de ce webinaire, nous allons voir pour essayer de faire en sorte de le laisser disponible aussi à la consultation. Nous avons une nouvelle question. Question de Benoît Coléo, de nouveau. J'espère que je le prononce bien, Coléo. Il y a aussi l'approche travail, effectivement, mais côté externalité, on a aussi, entre autres, le volet paysager, notamment parce que c'est joli des vaches au pâturage et des prairies. Ça. Et je voyais qu'il y avait une question aussi sur la suite. Il y aura un webinaire aussi de fin mars. Alors, il fallait qu'on cale la date. Normalement, avant le webinaire, on ne l'a pas calé. Mais voilà, on vous la communiquera, je pense, en même temps que le diaporama. Tous les inscrits à ce webinaire auront en primeur le lien d'inscription pour le webinaire de fin. Il y aura un webinaire de fin en mars 2026, voilà, pour vous présenter en fait l'ensemble des livrables qui ont été succinctement, les grandes lignes ont été présentées par Charlotte. Notamment ces fameuses fiches techniques qui ont été mentionnées sur la dernière diapo du webinaire. Une nouvelle question de Dany Buron. Est-ce que les élevages intensifs renouvellent-ils plus rapidement le robot? Je ne sais pas s'il manque un bout à la phrase. Oui. Alors ça, on s'était posé la question quand on allait demander l'âge du robot. Il pouvait aussi y avoir 2 stalles, une qui a 10 ans et puis une qui a 2 ans, qui a été rajoutée après. Donc clairement, on n'a pas cette information sur... voilà, c'est globalement le robot le plus jeune ou une moyenne d'âge entre les deux qui est prise en compte, mais on n'a pas l'information. Comme disait Anne, on ne pouvait pas demander trop de choses, fallait limiter, sinon on aurait pu poser des centaines et des centaines de questions. Donc on n'a pas l'information sur la vitesse de renouvellement. Mais c'est vrai que voilà,
C'est intéressant, hein. C'est vrai que parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'investissement, moi j'en parlais un peu sur la saturation, en termes de montant d'investissement, j'arrive des collègues bâtiments disaient que des fois, c'est pas forcément plus qu'une salle de traite. Par contre, il va falloir renouveler plus rapidement si on part sur un pas de temps de 10 ans. Et c'est là que voilà, on a des annuités du coup qui vont rester élevées dans le temps, alors qu'on était plutôt sur 20-30 ans peut-être pour la salle de traite. Et donc, il y a un enjeu à ce niveau-là et on n'a pas encore assez de recul peut-être à savoir si on peut les faire vieillir, ces robots ou pas, quoi. On en avait, comme disait Charlotte, des vieux hein, dans l'enquête quand même. Merci Anne. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? N'hésitez pas, hein, le question-réponse est toujours ouvert. Et dans l'absolu, normalement, vous avez le contact de l'un ou de l'autre des conseillers de l'équipe. Donc, vous pouvez également envoyer des questions par mail si jamais vous en avez encore par la suite. Et dans le pire des cas, il y aura également d'autres webinaires. Non, plutôt des remerciements. Merci beaucoup, Monsieur Serrier. Comme dit, j'espère que je le prononce bien. Merci beaucoup à tous.